Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais dit hier, je vais faire une vidéo un peu plus longue aujourd'hui pour avoir un peu plus de recul par rapport à cette finale. Ok, hier il y avait énormément d'émotions, c'était tellement chaud et même lorsque je faisais la vidéo, les joueurs célébraient encore. Donc j'ai préféré faire une très petite vidéo hier, une courte vidéo on va le dire ainsi, et prendre plus de temps de débriefer les choses aujourd'hui en prenant un peu plus de recul sur la situation. Dans l'ensemble, l'équipe d'Inter vraiment n'a pas démérité sa place, sincèrement. Que ce soit déjà par rapport à son parcours, c'est vrai que le parcours était moins brillant que celui de City ou pas mal d'autres clubs comme le Real avec des équipes peut-être plus fortes, mais l'Inter de Milan n'a pas démérité sa place. Dans les matchs de poule, il y avait dans son pôle le Barcelone qui s'est fait éclater, il y avait le Bayern qui occupait la première place et Plizen, Victoria Plizen qu'on a carrément éliminé de tout. Ensuite, cette équipe a quand même affronté pas mal d'équipes italiennes comme le Milan AC. Il a aussi affronté le premier de l'Italie en fait, le Napoli. Donc malgré tous ces adversaires, l'Inter a vraiment montré un très bon visage. Ok, pas peut-être aussi flamant que celui qu'on aimerait voir, mais bon, c'était plutôt intéressant. En finale contre le City, tout le monde se disait que l'Inter devait être... En fait, on devait marcher dessus. On devait les écraser ou terrasser, mais dans l'ensemble... Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'avais déjà dit que cette équipe-là me faisait peur par rapport à sa manière de défendre, sa manière vraiment de récupérer les balles et avoir vraiment des contre-attaques. Sincèrement, en me projetant par rapport à ce match, je m'attendais vraiment à ce que City puisse dominer, mais ne puisse pas parvenir à faire la différence dans les dernières lignes, ok? Que City puisse avoir le contrôle de la balle, le contrôle du jeu comme d'habitude, mais que l'Inter puisse profiter de la moindre occasion pour faire du mal à City et pouvoir même gagner le match. Mais au final, j'ai vraiment été satisfait. Pas de City, mais des performances que les Interistes ont réalisées. Vraiment, c'était brillant. Rien à dire, c'était tellement brillant. Face à la meilleure équipe d'Europe depuis quelques instants, l'Inter n'a vraiment pas, alors là, vraiment pas du tout tremblé. Aujourd'hui, si on te dit que c'est l'Inter qui a gagné le match, tu ne seras même pas choqué par rapport aux performances du match. Il est vrai qu'avant que le match ne se joue, on s'attendait tous à ce que l'Inter perd, que City gagne. Ok, il est vrai qu'avant que ce match se joue, on n'attendait pas grand-chose de l'Inter, il faut le dire ainsi. Donc je pense que c'est peut-être ce qui a joué pour ces joueurs-là parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient rien à perdre. S'ils perdaient le match, ben, on s'attendait déjà à ce qu'ils perdent. S'ils gagnaient, c'est un coup de chapeau en tout cas. Vraiment, ils nous ont donné un bon spectacle. Vraiment un bon spectacle parce qu'ils ont prouvé que face à la meilleure équipe d'Europe, ils ont les moyens nécessaires pour vraiment la faire du mal. On a vu de quelle manière cette équipe de City, alors que ce n'est pas la première fois qu'elle peut jouer la Ligue des Champions. Okay? Rappelons-le que parmi les 22 joueurs sur le terrain, personne n'avait remporté la Ligue des Champions jusque-là. Donc, tous ce sont on va dire, les bleus. Mais à la différence avec l'Inter, c'est que ces joueurs-là ont quand même joué la finale de la Ligue des Champions. Okay? En 2021. Donc, ils ont, on va dire, d'une certaine manière, plus d'expérience que l'adversaire. Ils ont joué des matchs beaucoup plus importants. Ils ont leur présence en Ligue des Champions beaucoup plus, on va dire, de manière quotidienne que par rapport à l'Inter de Milan. Mais pendant le match, on n'a pas senti cette expérience. Bien au contraire, les Interistes ont dominé la partie, ont vraiment fait le nécessaire. Il est vrai que City avait le contrôle de la balle, mais lorsqu'on voit des actions franches, des actions dangereuses, dans l'ensemble du match, je te dis, l'Inter a mieux joué. Sincèrement, je n'ai jamais vu un visage aussi dégueulasse de la part de City. Toutefois, ça peut se comprendre, c'est la finale, les enjeux sont très importants. Donc, pour les joueurs d'Inter, ce que j'ai quand même trouvé très impactant, il y a déjà Deco, il y a Martinez, il y a Di Marco. Comme je disais hier, moi j'ai trouvé Di Marco tellement top. Mais en dehors de Di Marco, il y a aussi Bastoni qui a fait un très bon match, Dumfries qui a aussi fait un bon match. En fait, ils ont tous bien joué, ils ont vraiment été au top et ça m'a vraiment fait plaisir de les voir jouer. Toutefois, j'ai quand même de la peine par rapport à Romelu Lukaku parce que Lukaku a quand même fait une très bonne entrée. Il a quand même créé de bonnes actions dangereuses, mais dans les dernières lignes, il a toujours cette poisse-là. C'est la même chose quand la Belgique avait joué contre la Croatie, je crois, où dans les derniers mètres, vraiment, il n'est pas dangereux. Il rate des actions qu'il ne devrait pas rater. Ça peut se comprendre du fait que peut-être qu'on n'a pas assez confiance en lui en ces derniers temps, qu'il n'a pas assez de temps de jeu, on va le dire ainsi. Mais pour un grand joueur, un grand attaquant comme lui qui a quand même réalisé de bonnes choses, il devrait faire la différence dans les derniers mètres. Vraiment, j'ai pitié pour lui. Même des actions où il n'est pas du tout à l'origine. Je crois que ça devait être... Attends, non, c'était pas Zico. Ça devait être Barella, je pense, ou Brozovic qui donne le coup de tête à la balle. Au final, il se retrouve sur la trajectoire de la balle. On est bien d'accord qu'il n'a... En fait, ce n'est pas sa faute. Il est devant l'adversaire. Il est devant son compagnon et c'est son compagnon qui touche la balle. Donc, mais il se retrouve sur la trajectoire de la balle et donc il empêche le but d'entrer. Donc, il y a des actions où il est en face de...
Ederson, le poteau est vraiment vide du côté droit, mais il vise le côté gauche alors que Ederson est là et ça touche Ederson. Vraiment, j'ai eu de la peine pour lui. Martinez aussi a quand même eu une ou deux actions, franchement, où il n'a pas réussi à faire la différence. Bref, cette équipe a vraiment bien joué, mais dans les derniers mètres, ils n'ont pas été vraiment percutants. Ils n'ont pas été décisifs. Du côté de City, sincèrement, je ne m'attends pas à très grand chose de la part d'Haaland, mais je l'ai trouvé très décevant parce que, une fois de plus, il n'est pas impactant. Je crois que la dernière fois en Ligue des Champions où je l'ai vu vraiment réaliser un bon match, on va dire, pas un bon match, mais un match plutôt visible où il y a eu un quelconque impact, c'était contre le Bayern. Donc, ça fait mal parce que c'est quand même, ça date assez. Au match aller comme au match retour, comme contre le Real, il n'a rien foutu. Là encore, il ne fait rien. Avant de parler de plus d'Haaland, je vais descendre encore plus loin. Ok, je vais en revenir parce que pour Haaland, c'est très important parce que déjà dans l'équipe comme City, ce n'est pas comme le Paris Saint-Germain, ce n'est pas comme, je ne sais pas moi, le Real de Madrid où il y a un ou deux joueurs qui se démarquent vraiment du lot. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu es au Paris Saint-Germain et que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, ben, on sait déjà que ça va se battre peut-être entre Messi et Mbappé. Neymar est tellement blessé qu'on ne pourrait même pas le mettre sur la liste. Mais du côté de City, ce sont des stars, ok? Mais on va dire, il n'y a pas un grand fossé entre ces stars-là. Aujourd'hui, tu peux mettre De Bruyne sur la liste des ballons d'or. Je peux mettre Alvarez. Je peux mettre, il s'appelle comment? Silva. Je peux mettre Haaland, évidemment. Je peux mettre De Bruyne. Je peux mettre Gundogan. En fait, il y a tellement de joueurs qui sont dangereux, sans oublier les Stones et autres, Diaz. Bref, il y a tellement de joueurs qui font la différence que tu te dis, c'est un collectif qui gagne, ok? C'est vraiment un collectif qui gagne et c'est vraiment à féliciter pour eux. Sauf que sur le plan collectif, c'est une très bonne chose, évidemment, on est d'accord sur ce point. Mais sur le plan personnel, pour remporter un trophée, c'est dangereux. Pourquoi je le dis? C'est parce que s'il faut se contenter de cette saison, évidemment, on dirait que Haaland a fait une très bonne saison. Ça, il n'y a vraiment rien à dire. C'est la première saison qu'il arrive dans un club. Il gagne 3 trophées, ok? Il est meilleur buteur dans 2 de ses compétitions, ok? Il est le meilleur joueur, je crois même dans la FA Cup. Il bat le record en termes de buts. Donc, ce n'est pas vraiment discutable. Il a fait une bonne saison, une très bonne saison. Sauf qu'à côté de lui, tu as un De Bruyne qui est à l'origine d'au moins 40% de ses buts. Ok, là, tu vas déjà remettre ses buts en question. Dans le sens que tous ses buts ont été marqués dans les dernières lignes et il y a 40% de ses buts qui ont été marqués et dont les passes venaient de De Bruyne. Ok, tu ajoutes Silva, tu ajoutes Gundogan, ça baisse drastiquement. Ok, sauf que tu ne te limites pas là. Et tu vois individuellement les performances de ces joueurs-là. Ils n'ont pas vraiment démérité leur place. On peut retirer De Bruyne parce qu'il n'a pas fait une top Coupe du Monde. Mais on ne peut par exemple pas retirer Alvarez parce que Alvarez, qu'est-ce que Alvarez dira? J'ai pas eu autant de temps de jeu que De Bruyne et j'ai pas eu autant de jeu que Haaland puisque c'est Haaland qui est constamment sur le terrain. Mais toutes les fois que j'ai joué, j'ai fait la différence. Et ça, c'est vrai. Toutes les fois qu'il a été dans le match, il a marqué. Ce qui n'est pas forcément le cas d'Haaland. Toutes les fois qu'on a fait appel à Alvarez, il a fait la différence. Ok? Et ce n'est pas tout. Alors que Haaland, lui, obtient 3 trophées, Alvarez, lui, il en a 4 avec une Coupe du Monde où il a aussi été un top performeur, ok, où il a vraiment fait la différence dans des matchs très importants à côté de Lionel Messi. Donc, Alvarez ne démérite pas aussi sa place, ok, parce qu'il a fait la différence avec le peu de temps qu'on a accordé. À côté de cela, il y a d'autres joueurs qui ont aussi marqué cette équipe-là. Il y a Silva, il y a plein d'autres joueurs. Si je me base sur cette Coupe du Monde, cette finale-là, on me dit qui est le meilleur joueur de cette finale. Je ne citerai pas Haaland, je ne citerai pas Silva, je ne citerai même pas De Bruyne malgré qu'il n'a pas terminé sa finale. Il a été bon, mais il n'a pas terminé. Pour moi, le meilleur joueur est de loin, de très très loin, Diaz, un défenseur. Ce n'est même pas Rodri parce que Rodri aussi a réalisé une très mauvaise première période. Certes, en deuxième période, il revient un tout petit peu mieux, mais dans l'ensemble du match, Diaz pour moi est la valeur sûre. Lorsque qui que ce soit commettait l'erreur, c'est Diaz qui revenait combler l'équipe. En dehors de Diaz, je mettrais Stone. C'est vrai que la première période n'a pas été top, mais il a très bien joué de la première à la deuxième période. Et en deuxième période, il crée tellement d'actions dangereuses. Il arrive à effacer les joueurs que même Grealish ne parvient pas à faire. Il crée des actions tellement dangereuses, alors que rappelons-nous, ce n'est pas un milieu, ce n'est pas un attaquant, c'est un défenseur central. Et là, il a joué en tant que milieu du terrain. Il est allé créer du danger dans la surface et devant la surface adverse. Ce qui est vraiment marquant. Excusez-moi. Donc, pour moi, Stone aussi fait du très bon travail. Ok, donc, Stone, je vais ajouter Stone.
En troisième place, c'est difficile parce que j'aimerais mettre Foden, mais de l'autre côté, j'aimerais aussi mettre Ederson. Parce que Ederson, certes, il réalise une très grande seconde période, mais la première période est vraiment discutable. Il y a énormément d'occasions, vraiment des occasions dangereuses que Ederson crée avec sa relance, avec ses passes ou son manque de communication avec Akanji. Donc, ça se discute entre Ederson et Foden. Pourquoi? Foden, certes, il entre à partir de la 31e minute de jeu, plus que De Bruyne sort suite à une blessure. Mais Foden, vraiment, on s'attendait à ce qu'il y ait un grand fossé. On s'attendait à ce qu'on sente une énorme différence entre la sortie de Bruyne et l'entrée de Foden. Okay? Parce que c'est quand même, il faut le dire, une grande personne, un grand joueur qui sort de cette équipe-là suite à une nouvelle blessure en finale. Et ben non, on n'a pas vu une grande différence. Au contraire, Foden a créé de très belles actions, vraiment de belles passes, de belles percées. Même si je l'ai trouvé vraiment, on va dire, nul dans les derniers mètres, il faut le dire. C'est un jeune joueur que j'aime beaucoup, que ce soit à la PlayStation ou dans les matchs, j'aime vraiment le voir jouer, ça me fait tellement plaisir. Mais dribbler, ce n'était pas un problème, casser des lignes, avancer, ce n'était pas un problème. Mais dans les derniers mètres, oh, comme il m'a déçu. Des actions dangereuses, des actions difficiles à faire, il parvenait à effacer les adversaires. Mais dans la surface, alors que ça devenait plus facile, il n'a pas su faire la différence. Donc là aussi, c'est discutable. Donc Ederson, mais je mettrai quand même Ederson parce que, on va dire, une certaine régularité. Je vais prendre la première période sur le côté du stress, ok? On a vu de quelle manière, donc c'était toute l'équipe qui s'est fait bouffer, donc on va dire les joueurs de City ont vraiment manqué de confiance en eux en première période. On pouvait le voir avec Guardiola qui disait « Relax, relax !» Il demandait à ces joueurs de se relaxer parce qu'ils avaient énormément de pression. Ça peut se comprendre parce que, de un, tout le monde sait que si Guardiola ratait, en fait, si l'Inter gagnait ou perdait, ça devait pas être, c'est pas si grave, ok? Ça passe parce qu'en face d'elle, il y avait la meilleure équipe du monde depuis quelques années. Mais si cette meilleure équipe du monde perdait encore une nouvelle Ligue des Champions, une nouvelle finale, ça devait être grave parce que cette équipe marche sur l'Europe, elle réalise des performances XXL incroyables. Donc, et elle a martelé le Real en demi-finale, on l'a vu de quelle manière. Donc, rater cette finale aurait été vraiment l'anomalie de cette Ligue des Champions. Donc, cette équipe est venue avec énormément de pression, il faut le dire. Et même avant que la deuxième période ne commence, lorsqu'on a filmé les jours de le tunnel, on a vu de quelle manière Guardiola est revenu auprès d'eux pour les parler. C'était même pas dans le sens de dire faites ceci, tirez, mais on pouvait comprendre que c'était juste pour les demander de se calmer, pour qu'ils puissent profiter de l'instant présent au lieu de se projeter, parce que ce moment-là était un moment important et ils ont toutes les armes nécessaires pour gagner. Ils avaient toutes les armes nécessaires pour gagner cette finale-là. Donc, ils nous l'ont prouvé aussi, ce qui est une très bonne chose. Donc, de très bonnes choses. N'oublions surtout pas Grealish. Je ne cite surtout pas Grealish, mais il n'est peut-être pas décisif, mais souvenons-nous que Grealish réalise énormément de passes à Haaland. Grealish crée beaucoup d'occasions du côté gauche. Okay? Ce n'est pas peut-être lui qui marque les derniers tirs, c'est pas lui. Il n'est pas le joueur qu'on va nommer parmi les meilleurs buteurs ou le dernier joueur à tirer, mais il crée énormément du danger de son côté. Là encore, en finale, lui aussi, on n'a pas beaucoup vu. Mais au sein de cette équipe, lui aussi, il a eu un impact très puissant. Donc, juste pour résumer, on a énormément de jeunes joueurs qui sont arrivés. Ok? Grealish, même les défenseurs comme les Ake ou les Akanji, ils étaient en bas, on les a remontés en première équipe. Des joueurs comme des Alvarez qui n'étaient pas là, eux aussi sont arrivés. Donc, tous méritent vraiment d'avoir un bon positionnement pour cette Ligue des Champions. Mais je pense que Haaland va quand même l'emporter. Vraiment, ça sera entre Haaland, Messi et Mbappé. Bon, Mbappé, je vais un tout petit peu l'écarter. Peut-être parce qu'il n'a pas remporté la Coupe du Monde. Il a certes réalisé une très bonne finale, mais il n'a pas remporté la Coupe du Monde. Et ça va vraiment marquer les esprits. Pour Messi, c'est difficile. Parce que lorsqu'on voit des performances collectives, en gros, on prend le nombre de buts que tu réalises, le nombre de passes, toutes compétitions confondues. Haaland a certes battu le record, mais je crois que c'est Messi qui est le plus décisif. Ok? Il a réalisé 16 passes, 16 buts, ça fait 32. En coupe, il a réalisé, je crois, 4 ou 5 buts avec quelques passes décisives. En Ligue des Champions aussi, très peu, mais il y a toujours de buts et passes décisives. Okay? Et du coup, lorsqu'on associe tout, Messi est devant tout le monde. Et je crois que c'est Haaland qui arrive en deuxième position. Donc, ça aussi, ça va jouer. Sans oublier la Coupe du Monde extraordinaire qu'il a réalisée. Donc, individuellement, Messi a réalisé quand même de bonnes performances, on va dire des performances correctes. Tandis que Haaland, individuellement, c'est correct, mais collectivement, c'est très fort parce que il a gagné trois bonnes compétitions, sans oublier une chose importante. Messi nous a fait comprendre qu'il veut changer de monde, donc changer de style de vie. Je pense que même pour les journalistes, ça va compter, hein, parce qu'on va se dire, Messi n'est plus de cette sphère-là, il est parti dans les léguant cette Ligue des Champions à une personne qui est encore là, je pense.
En tout cas, moi, je me dis que ça va certainement jouer le fait qu'il soit aussi parti qu'il puisse quitter l'Europe alors qu'on a des joueurs en Europe qui brillent, qui font le nécessaire. Donc, pour moi, dans le top 5, je mettrais Haaland, évidemment, Alvarez, je mettrais Messi, Mbappé et peut-être De Bruyne. Pour moi, les tops, ça se jouera entre les 5, même si je vois les deux derniers entre Messi et Haaland. Je vois plus Haaland le remporter plus que Messi s'en va. Toutefois, j'espère vraiment que Haaland va vraiment s'améliorer et que lors des matchs aussi importants qu'il saura faire la différence. Vraiment, je m'attends à ce que lors des matchs aussi décisifs, qu'il soit très important parce qu'on le voit, par exemple, pendant la finale de la FA Cup, il n'était pas là, il n'a rien foutu. La finale, une finale, il n'a rien foutu. Il a fallu une fois de plus que Gundogan fasse la différence. Donc, il y a des matchs tellement importants qu'on aimerait le voir plus faire la différence. Il n'est pas là et j'espère qu'à l'avenir, il va s'améliorer et vraiment faire la différence dans ces matchs-là. Une chose aussi à noter, c'est par rapport aux Qataris, ok? Vous le savez, je ferai toujours un certain lien entre les Qataris, les Saoudiens, les Émirats, parce qu'ils sont tous du même monde, on va le dire ainsi. Et donc, c'est très important de toujours remettre les choses dans leur contexte. Les Qataris, sur le plan, on va dire, marketing, commercial, ils ont fait du très bon boulot. Depuis plus de 10 ans, ils nous ont montré de quelle manière ils sont montrés vraiment. En fait, ils ont ramené le PSG dans une autre dimension en faisant connaître ce PSG partout au monde. Sur ce point, rien à dire, ils sont top. Le but était d'organiser une Coupe du Monde dans leur pays. Ça aussi, c'est parfait. Donc, commercial, marketing, on va dire, je sais pas moi. Sur divers points, ils ont fait du très bon travail. Il n'y a rien à dire. Sur le plan sportif, il y a énormément de choses à dire. Premièrement, ils n'ont pas trouvé pour l'instant un style à eux. Du côté de l'Arabie Saoudite, du côté des Émirats Arabes Unis, excusez-moi, pas l'Arabie Saoudite, c'est pour Newcastle. Ok. Du côté des Émirats, donc le club appartenant aux Émirats, donc c'est City évidemment, on a vu un meilleur projet. On a mis un coach, on l'a laissé énormément de temps pour faire la différence. Et ce coach-là, vraiment, a marqué les esprits avec son jeu, son style. Ça, c'est vraiment à noter. On félicite très souvent les coachs, on félicite leur équipe et même les joueurs, mais je pense qu'il faudrait vraiment, alors là, vraiment être reconnaissant pour ce que ces dirigeants-là font. Vraiment, ils ont pris le temps nécessaire, ils ont accordé à Guardiola pour que Guardiola puisse vraiment installer sa patte. Et j'espère juste que les Qataris vont réfléchir sur ce point vraiment pour accorder déjà plus de respect, plus de temps et laisser, on va dire, le coach réaliser son projet. Récemment, lorsqu'on demandait à Guardiola, je ne sais pas qu'est-ce qui faisait la différence, qu'est-ce qui a fait en sorte que ce projet-là marche, il a bien compris qu'en fait, il disait on laisse les joueurs les jouer, on laisse les entraîneurs entraîner, on laisse le président présider. Pour paraphraser, c'est ce qu'il avait dit. Donc, c'est une manière de dire que chacun est à sa place et chacun connaît son rôle. Ce qu'on ne voit vraiment pas au Paris Saint-Germain parce que le président parvient à substituer, je ne sais pas moi, le recruteur, donc le coach est parfois démis de ses fonctions à cause de X problèmes avec Y joueurs. Donc, en fait, c'est tellement du mélo que tout s'entremêle. J'espère vraiment qu'à l'avenir, que le Paris Saint-Germain saura mettre de l'ordre afin que chacun puisse respecter son poste. Merci à vous qui avez pris le temps vraiment de suivre cette vidéo. Merci à vous qui étiez là du début jusqu'à la fin. Je suis conscient que c'est très long. J'espère vraiment davantage faire des meilleurs résumés la prochaine fois. Mais vraiment merci à vous qui n'êtes pas pressés à aller ou passer. Mais vraiment, ça me fait énormément plaisir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à soutenir la chaîne en likant, en partageant. Ça fait toujours plaisir. On se dit à bientôt pour d'autres choses. On va parler plus du mercato pendant les semaines à venir. Puisque c'était le dernier match de la saison qu'on devait débriefer. Donc, il y aura certainement des matchs amicaux dont on va parler. Il y aura certainement des transferts. Ou même par rapport au Ballon d'Or qui va certainement se donner en octobre ou en novembre si je me souviens bien. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes dont on va parler dans la suite. J'espère que vous allez continuer à soutenir la chaîne. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Au revoir.